Donc bonjour et bienvenue, je suis très heureuse ce matin, jeudi 10 décembre, de lancer le club dirigeant. Journée ou matinée d'ailleurs, où il y a plus d'une dizaine d'événements en même temps. C'est d'ailleurs une illustration du monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui, complexe, hyper connecté, où il se passe partout quelque chose, on pourrait dire, où il devient même peut-être impossible de tout maîtriser ou de maîtriser la connaissance, ce qui doit venir bousculer quelques croyances managériales. Et dans le même temps, il devient aussi possible d'accéder à de multiples opportunités hier encore inimaginables. Chez LHH ICO, nous avons la conviction qu'un dirigeant, pour faire face aux défis multiples qui s'imposent à lui et pour réussir sa trajectoire professionnelle, pour ne pas dire sa trajectoire de vie, a un certain nombre d'atouts à réunir, parmi lesquels l'ambition de réussir, bien sûr, voire l'ambition de se développer, qu'il peut avoir de son projet ou du projet de l'entreprise, la connaissance de soi, point fondamental, et quelques clés de résilience qui, en ce moment, sont fort utiles, la curiosité et l'agilité d'apprentissage, la connexion à soi, mais aussi la connexion aux autres, et peut-être avec un réseau professionnel plus large que celui qu'il n'a naturellement. Et enfin, si on peut dire enfin, la prise de recul, absolument essentielle aujourd'hui. Avec le club des dirigeants, ICO, notre propos est justement de proposer à ces profils de se réunir, de réfléchir ensemble entre pairs, dirigeants, amis experts, advisors, et tout simplement peut-être pour le plaisir, mais aussi pour se développer, pour contribuer peut-être chacun individuellement à un monde meilleur. Cette table ronde qui va être bientôt lancée par Fanny Auvergne, que je vais présenter, va susciter de l'intérêt, bien entendu, et sans doute aussi des questions. Alors, je vous invite dans la petite fenêtre de chat ou de conversation que vous avez à rédiger à la volée les questions que vous pourriez avoir que nous prendrons à la fin de cette table ronde. Et pour la lancer, justement, je vais passer la parole dans quelques secondes à Fanny Auvergne. Fanny qui est journaliste, conseillère en communication presse, à Matignon d'abord, puis en cabinet préfectoral et directrice de la communication dans le privé. Fanny, je crois que c'est à toi. Merci Anne-Caroline. Bonjour à tous. Donc cette table ronde traite du sujet sensible de la négociation d'un départ de l'entreprise, sujet évidemment à fort enjeu, aussi bien pour l'entreprise que pour le dirigeant sortant. Dans le contexte actuel de crise sanitaire, de pandémie, les plans de restructuration et les annonces sont nombreux et dans la plupart des cas, les dirigeants sont impactés. Alors on peut se demander pour l'entreprise d'abord, comment gérer cette situation, comment faciliter les départs tout en préservant l'engagement et retenir les meilleurs. Et puis pour les dirigeants concernés, évidemment, quels sont les leviers de négociation pour partir au mieux? Faut-il demander un service d'outplacement? Qu'en attendre? Avec nous aujourd'hui pour y répondre, 4 intervenants. Tout d'abord, Maître Granier-Guillemard, qui est avocate associée au sein du cabinet MGG Voltaire. Marine Deboucaud, qui est partenaire global iChair RH chez Bridgepoint. François Lanavert, qui est le patron du développement chez AXA Climate, et la pépite qui assure le risque climatique des entreprises. Et enfin, Étienne Madelin, qui est Executive Advisor Stratégie de carrière chez LHH ICO. Alors, quand on parle de transition de carrière, il faut bien distinguer 3 temps forts. D'abord, évidemment, la phase de séparation, avec les discussions qui précisent bien les conditions de départ et de séparation. La période numéro 2 est la période de transition, avec le parcours vers le nouveau job. Et puis enfin, une troisième période importante qui est la prise de fonction et la préparation à la phase de onboarding. Alors, pour répondre à toutes ces questions, nous allons commencer par vous, Maître Granier-Guillemard. Bonjour. Vous vous occupez de conseiller de nombreux clients qui sont dans cette phase de séparation, négociation. Et alors, donc, vous qui intervenez dans ce processus de départ des dirigeants, pourquoi est-ce que vous proposez souvent des outplacements? Est-ce que ce service d'accompagnement vient accompagner la négociation, voire même est-ce que ça permet de dépassionner quelque part cette période?
Alors, bonjour, oui, effectivement, je confirme, la outplacement est un élément majeur de la négociation. Euh, Très clairement, moi, je travaille, je suis spécialisée en droit du travail et je travaille côté entreprise majoritairement, mais aussi côté cadre dirigeant. Alors, les cadres dirigeants, ça peut être évidemment des salariés, mais aussi des mandataires sociaux. Donc, les enjeux de sortie, effectivement, sont importants pour l'entreprise. C'est en ce moment, en tout cas en 2020, on l'a vu, c'était particulièrement délicat. Il y a eu beaucoup de mouvements dans les états-majors des entreprises pour des raisons économiques ou stratégiques, parce que quand l'entreprise tangue, forcément, on se pose la question de l'état-major. Donc, quand je reçois un DRH qui va gérer une sortie de dirigeant ou un dirigeant qui va gérer sa sortie, au fond, tout ça répond à une méthode, à une méthodologie et on va travailler à la fois sur les arguments, les raisons du départ, bien sûr, la communication aussi, très important, la communication, et puis le chiffrage. Au fond, comment on part, dans quelles conditions, et dans quelles conditions naturellement financières. Donc, si vous voulez, euh, cette checklist de tous ces éléments, on l'a fait ensemble, et je dirais qu'au moment où on fait ce travail, que ce soit avec le DRH ou avec le cadre dirigeant, au fond, je dirais que la sortie s'éclaircit et qu'on peut aussi, quelque part, mieux travailler à l'étape d'après, c'est-à-dire post-outplacement. Finalement, on va repenser aussi ensemble la façon dont le cadre dirigeant va rebondir. Donc, au fond, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde ce que prévoit le contrat de travail. Finalement, est-ce qu'il y a des golden parachutes? Est-ce qu'il y a eu des indemnités précises, un préavis, etc. On essaie de chiffrer les dommages et intérêts auquel le cadre dirigeant peut prétendre. Et vous savez que depuis les ordonnances Macron, on a ce qu'on appelle le système de plafonnement des indemnités. Et on a effectivement une idée assez précise des chiffres auxquels on va arriver. Il y a des enjeux fiscaux, il y a des enjeux de charges sociales. Et c'est vrai que très souvent, dans la négociation, la question de l'outplacement va venir sur le tapis parce que, d'abord, l'idée pour l'entreprise et aussi pour le cadre dirigeant, c'est de vite rebondir et de vite trouver un emploi parce qu'effectivement, on chiffre tout. Hein, on chiffre les indemnités chômage, les conditions de rupture, est-ce qu'il y avait une GSC, pas une GSC en cas de quand la personne a un mandat social. Donc toutes ces questions de chiffrage vont être posées et on va poser aussi la question de l'outplacement parce que l'outplacement, ça a un grand mérite. Ça permet aussi éventuellement de verser des dommages et intérêts entre guillemets inférieurs parce qu'au fond, le préjudice va être moindre puisqu'on part du principe quand même qu'un bon outplacement, c'est un passeport pour l'emploi, quoi, pour retrouver très vite une situation. Donc, on voit bien l'intérêt conjoint, entre l'entreprise et le cadre dirigeant de s'orienter vers cette forme d'indemnisation que va être l'outplacement. Alors, il arrive quand même que certains cadres dirigeants doutent un peu au départ. J'ai souvent vu dans mon bureau un cadre dirigeant me dire mais non mais c'est bon, j'en ai pas besoin, etc. Et effectivement, le fait de parler des mérites de l'outplacement, c'est aussi permettre aux dirigeants souvent de tourner la page, de se dire ah oui finalement qu'est-ce qui va se passer après, parce qu'on a souvent affaire à des cadres dirigeants suroccupés, le nez dans le guidon, et donc du coup de finalement poser la question de l'outplacement, c'est aussi poser la question de l'après. Et d'ailleurs, on l'a vu au moment de l'analyse du contrat de travail, de la stratégie de départ, de la stratégie de sortie pour mieux négocier. En réalité, pour la première fois, le cadre dirigeant va s'occuper de lui-même et de tous ces sujets de droit du travail qui lui serviront d'ailleurs quand il rebondira et qu'il trouvera un contrat de travail nouveau et qu'il renégociera certainement mieux, notamment sur des sujets de non-concurrence. Justement, je me permets de vous poser la question. Vous avez parlé de chiffrage. Je crois qu'un outplacement, c'est en moyenne 15 à 18% de la rémunération. Pourquoi, justement, en tant qu'avocate, vous conseillez aux dirigeants cet accompagnement adapté, cette espèce de coaching de carrière, quelque part, plutôt qu'un chèque
au montant équivalent. Vous êtes vraiment persuadé de cette efficacité, j'imagine. Absolument, mais vraiment absolument. Et je tente toujours de convaincre et l'entreprise quand je travaille côté entreprise et le dirigeant, parce que au fond, encore une fois, retrouver un emploi vite et bien, c'est s'assurer au fond une carrière cohérente, et les questions qui seront posées lors de cet outplacement qui sera mené sont très bonnes, et pour l'entreprise de demain, et même pour celle qui a négocié le départ avec le cadre dirigeant, et bien évidemment pour le cadre dirigeant en premier lieu. Donc oui, sans hésiter, plutôt qu'un chèque valise, un outplacement, c'est un avantage en nature qui d'ailleurs est sans charge sociale. Donc au moment où vous négociez, il n'y a pas de charge, il n'y a pas d'impôt. C'est un atout non négligeable une fois qu'on a dépassé les sommes du barème Macron. Et la plupart du temps, vos clients sont persuadés, j'imagine, maintenant. Il me semble que oui. Oui, tout à fait. Autre question, quel conseil donneriez-vous à un dirigeant sur le départ en matière cette fois-ci de communication interne et externe? Parce que vous l'avez dit en préambule, c'est vrai que c'est quelque chose de très important, cette communication. Alors, oui, et au moment où on négocie un protocole transactionnel, soyons très clairs, on négocie, qu'on soit côté entreprise ou côté dirigeant, la communication interne et externe. C'est important parce qu'au fond, un départ qui se passe bien, on ne déstabilise pas l'entreprise, on ne déstabilise pas les tiers, les partenaires. C'est très important de montrer qu'il y a vraiment une forme d'accord sur ces sujets. Donc oui, de travailler la communication interne, externe, très souvent même on prévoit assez minutieusement les mails qui seront envoyés en interne, qu'est-ce qu'on va dire aux partenaires, aux clients et aux fournisseurs. Tout ça est effectivement travaillé, et dans un objectif, je dirais, de loyauté et de non-dénigrement réciproque. Oui, c'est important, oui. Ben, écoutez, très bien, maître. Ben, je vous remercie pour cette première partie. Nous allons maintenant nous tourner vers Marine Deboucot, donc, qui est DRH. Bonjour Marine. Bonjour Fanny. Alors, question numéro 1 que je me pose, c'est en quoi cela vous paraît-il important pour l'entreprise de proposer un outplacement à un dirigeant sortant? Alors, en tant que DRH, j'ai avant tout à cœur d'accompagner le dirigeant dans cette séparation le mieux possible. Et bien sûr, je représente l'entreprise, donc il est très important que ça se passe au mieux. Je pense avant tout que c'est pour la valeur de l'individu, du dirigeant, et la contribution qu'il ou elle a apportée à l'entreprise. Quand on pense à ce moment de séparation, c'est vrai qu'il y a rupture, il y a un écart d'adéquation, ça peut être stratégique, économique, un sujet de performance. Donc, c'est quand même très difficile. Et donc, ça peut paraître un petit peu contradictoire. On ne veut plus de toi ou de vous, et en même temps, on croit en toi, on croit en vous. Et ça, c'est très important comme message positif. En fait, la valeur intrinsèque de la personne, dans mes entreprises antérieures, la personne était restée plusieurs années. Donc, c'est important que... attendez, oups, je ne vois plus personne, j'espère que je suis encore en ligne. Oui. C'est important de pouvoir avoir un message très positif de valeur, et justement de leur offrir ce coaching de transition, un passeport pour l'avenir, comme dit notre collègue avant, et très important pour l'entreprise parce que cette personne pourra rester dans l'écosystème de l'entreprise. Le message auprès de ses collègues, de ses pairs en interne, doit être le plus positif possible. Et puis ensuite, cette personne restera ambassadeur de l'entreprise, que ce soit un partenaire, un tiers, etc. Donc, sur l'ensemble, très important d'avoir un message positif sur la valeur de l'individu et sa capacité à rebondir, à avoir un nouvel emploi en dehors de notre entreprise, mais toujours de manière très cohérente. Très bien. D'après vous, quels sont les bénéfices pour un dirigeant de se faire accompagner?
Donc, en effet, au moment de la séparation, de rassurer l'individu sur ses compétences, sa capacité et sa contribution, je pense que c'est très important aussi de bien leur parler de quoi il s'agit, en effet. Que le mystère est souvent, on ne connaît pas ce métier qui peut être un petit peu opaque, mais je pense que c'est très important et en tant que DRH, on choisit un ou deux prestataires et on leur parle énormément de cette discipline, de la structure auquel il va être accueilli, dans lequel il va être accueilli. C'est très important que l'individu ne reste pas seul, qu'il prenne ce temps de recul, comme disait Anne-Caroline, prenne le temps de consolider de manière extrêmement objective quelles sont mes compétences, quel est mon projet, dans quel cadre est-ce que j'aime travailler et contribuer. Et pour moi, c'est très important aussi de prendre le temps de consolider ses acquis. Comme vous disiez, on est beaucoup dans la course et de se poser, de prendre le temps de digérer et de poser ses acquis est très important. C'est un cadre très professionnel. On a des outils qui sont mis à disposition, des formations. La gestion du temps, par exemple, quand on quitte le monde où l'Outlook est complètement populé par son assistante ou par les équipes, c'est extrêmement important de retrouver donc chez soi ce cadre de travail où on est accompagné, où on a les outils pour rebondir tout de suite, avoir accès à des bases de données, par exemple, à des experts, à des advisors. Et puis, tout simplement aussi, activer son réseau. Je trouve que c'est très important parce que quand on a un carnet d'adresses, une liste de contacts sur LinkedIn, il faut le transposer, il faut savoir faire le tri et activer ce réseau pour qu'elle puisse être un véritable outil pour l'avenir et rebondir. Donc, de nombreuses raisons pour que l'individu et le dirigeant prennent cette option plutôt qu'un chèque. Je pense que c'est très important. Et en tout cas, dans le cadre de séparation, on passe beaucoup de temps sur cette offre de coaching de transition. Très bien. Et autre question, si vous, en tant que DRH, vous appreniez dans un process de recrutement que le candidat que vous avez face à vous a bénéficié d'un outplacement, qu'en penseriez-vous en fait ? Alors, en effet, je suis souvent amenée à recruter des dirigeants. La question se pose, et c'est vrai que c'est un choix, mais pour moi, c'est une réelle attente. C'est-à-dire que si la personne a eu la possibilité de faire ce coaching de transition et a choisi de ne pas le faire, ben, je poserai la question très honnêtement. Je trouve que c'est une exigence au niveau de dirigeants, surtout dans le monde d'aujourd'hui, de faire une pause. Et elle n'a pas besoin d'être très très longue, mais au moins d'avoir l'exigence de se poser, de réfléchir, de prendre ce recul, parce que je pense, et ça se voit très vite en entretien, que la personne a le bénéfice, qui a eu le bénéfice d'un coaching, arrive avec un atout encore plus riche dans l'entreprise. En tant qu'employeur, c'est important. Ah, vous le notez, ça, vraiment une différence entre ceux qui ont bénéficié d'un outplacement et les autres. Alors, pas toujours, et il y a toujours des exceptions, etc. Mais je pense que c'est le bénéfice, et ne serait-ce que l'assise de l'individu, d'être posé, de pouvoir avoir bien réfléchi à son projet professionnel. Et puis l'ouverture aussi, la curiosité d'avoir exploré différents avenues, le pourquoi de venir chez nous et en général plus travailler. Et ça fait la différence. Oui, quelque part, ils ont pris un temps de recul. Exactement. Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, Marine. Maintenant, je me tourne vers Étienne. Bonjour Étienne. Donc, Étienne Madelin, vous accompagnez depuis 10 ans des dirigeants en situation de transition de carrière. Vous accompagnez donc les sorties d'entreprise et on a vu que la préparation de sortie d'entreprise nécessitait une méthode. Bon, une fois que cette phase est passée, je suppose que le dirigeant doit faire face à une situation parfois un peu déroutante. Et je me raccrochais au contexte actuel. En 2020, qu'est-ce qui a changé pour les dirigeants dans l'importance d'un recours à un accompagnement en transition de carrière? Est-ce que finalement, on en a encore plus besoin? Alors déjà, je vais commencer par ne pas répondre tout de suite à la question. Je vais rebondir sur ce qu'on dit notre avocate dans le débat et puis Marine en tant que DRH. Rebondir très positivement. Marine disait retrouver un emploi vite et bien.
Et je suis d'accord, mais il s'agit de plus que ça. Et je voulais juste glisser une anecdote, c'est que beaucoup des personnes qu'on a accompagnées, au moment où elles partent, elles nous disent des phrases du genre « ça n'a pas duré assez longtemps ». Et donc, il vaut mieux parler de transition de carrière que d'outplacement pour cette raison-là, puisque ce n'est pas un flash, c'est vraiment un moment. Et là, je rebondis du coup sur ce que nous a dit Marine de Boucaud. Elle parlait de poser ses acquis. Je ferai une métaphore un peu financière en disant que c'est un moment de capitalisation personnelle et c'est très regrettable de passer à côté, à mon avis, bien sûr. Voilà, maintenant, pour répondre à la question que vous venez de poser, Fanny, je trouve que finalement, et je ne vais étonner personne, le changement est permanent et je dirais même qu'il s'accélère. Et puis la crise récente rajoute des points d'accélération et de complications. En revanche, je crois qu'il y a trois grandes choses qui ont beaucoup changé et beaucoup influencé, je dirais, la transition de carrière et la carrière des dirigeants. La première, c'est une très forte désintermédiation du marché de l'emploi des cadres dirigeants avec une multiplication des sources d'opportunités. Ça se traduit par, ou ça résulte aussi par l'explosion de l'impact des réseaux sociaux, avec corollairement une diminution très forte du marché organisé, on va dire perte d'importance du rôle des chasseurs de tête, et puis la multiplication, on n'en parle pas beaucoup, mais la multiplication des lieux de contact, des groupes de contact, des social events, des salons, des associations, voilà. Et ça, ça contribue à cette désorganisation du marché de l'emploi des cadres qui a bien besoin, qui nécessite un accompagnement. La deuxième chose qui change énormément, et on l'a un peu entendu dans ce que nous disait Marine de Boucaud en tant que DRH, c'est qu'on a vu progressivement augmenter le niveau d'exigence qualitative dans les processus de recrutement et dans les prises de poste. Et ça, c'est quelque chose qui rend notre métier dans la transition de carrière encore plus exigeant pour nous et bien sûr pour les gens qu'on accompagne. D'abord, il y a une accélération des processus de recrutement. On a l'impression qu'ils vont lentement et en fait, il y a des prises de décision qui s'accélèrent sur la fin des processus. Il y a aussi une augmentation des attentes, une volonté, on le voit très fortement, de sécuriser les recrutements, notamment parce qu'ils ne passent plus toujours par des systèmes organisés par un marché professionnel. Si je résumais ça, je dirais aussi qu'en quelques années, dans l'exigence dans les entretiens, et ça parlera probablement à tous ceux d'entre vous qui ont recruté, on a vu un glissement se produire. Au départ, on était sur l'expérience, on est passé sur les compétences, et puis quelque chose qu'on appellerait, je dirais, l'offre. Et aujourd'hui, ce qu'attendent les entreprises quand elles ont un processus de recrutement, ce sont des promesses. Et des promesses qu'il va falloir tenir et qu'il va falloir étayer dans le processus de recrutement. Et ça, je crois qu'être accompagné pour les construire, c'est vraiment très précieux. Après, on voit se développer une recherche d'authenticité. Je crois que notre époque demande ça. Ça peut paraître paradoxal à certains, mais les soft skills sont beaucoup plus recherchées qu'elles ne l'étaient avant. En tout cas, depuis 10 ans, c'est très frappant. Et puis, même par rapport à des processus d'avant, dans lesquels j'ai été moi-même d'ailleurs intégré. Voilà, donc une recherche d'authenticité. Et puis, sur la prise de poste, il y a quelque chose de très frappant, et peut-être notre invité François en parlera, c'est une recherche de l'efficacité immédiate, incluant la notion d'alchimie par rapport à l'organisation. Je suis un peu long. Je dirais que le troisième élément qui a beaucoup changé, je ne vais pas le détailler parce que ce serait peut-être un peu long par rapport, et je voudrais qu'on ait évidemment le temps je crois que c'est important qu'on ait le temps d'échanger, c'est l'explosion des repères culturels et géographiques. Et je dirais là-dessus que, pour être très court, de plus en plus de cadres ont eu des carrières internationales. De plus en plus de cadres ont fait leurs études à l'international. Je dirais que les générations récentes de cadres dirigeants sont très internationales. Et donc, il y a une espèce d'internationalisation, de multiplication des profils, qui est à la fois une réalité et une recherche de beaucoup d'entreprises, avec un petit clin d'œil, c'est que le rééquilibrage en faveur des femmes constitue aussi pour les hommes peut-être une source d'augmentation de pression sur le marché de l'emploi et d'exigence d'ailleurs dans les processus de recrutement. Et puis la notion, enfin, il y a un affaiblissement de la notion de lieu de travail. Je dirais que les cadres sont vus souvent, les cadres dirigeants sont vus souvent comme un peu
un peu apatride, avec une petite pointe d'humour, disons. Merci. Alors, quels sont les points essentiels pour vous d'un accompagnement pour un dirigeant afin d'assurer sa réussite? Parce que quelque part, c'est entre vos mains que se trouve la réussite du dirigeant. Oui, je dirais que ça se résume pas mal dans l'idée que je reprenais là, de la capitalisation personnelle. Mais il y a encore une fois trois choses, enfin on pourrait indiquer plein de points importants. Je vais en prendre trois. D'abord, la visibilité personnelle, voir et être vu. C'est devenu, en fait, le cadre dirigeant en transition lutte contre une probabilité de ne pas être vu. C'est paradoxal, ça vient notamment des réseaux sociaux, puisque sur les réseaux sociaux, chacun pense qu'avoir un profil sur plusieurs réseaux sociaux va le rendre visible. Le problème, c'est que des millions de personnes veulent être vues de millions d'autres personnes. Et du coup, se démarquer, apparaître est en fait beaucoup plus compliqué. Et c'est là où une personne accompagnée a besoin d'être accompagnée aussi par des experts sur ce genre de sujet. Donc la visibilité personnelle, c'est vraiment très compliqué. Ensuite, il y a ce que mentionnait tout à l'heure en introduction Anne-Caroline et qui rejoint aussi cette idée de capitalisation personnelle. C'est vraiment l'impératif de la connaissance accrue de soi. Je dirais que ça a deux impacts. D'abord, ça permet de se démarquer. Et puis, on peut imaginer, nous fournissons dans nos accompagnements, nous formons à des techniques de prise de parole, à améliorer sa prise de parole. Mais en fait, ce qui me fait sourire, c'est que souvent, le premier élément, ce serait d'abord de connaître son sujet. Et dans la transition, pour le cadre des dirigeants, le sujet, c'est lui-même. Alors, la connaissance de soi, ne serait-ce que pour cette raison, elle a besoin d'être augmentée. Et puis, on peut penser que justement, ce n'est pas forcément acquis, puisqu'on fait des carrières, des études, on est quand même beaucoup dans la performance, et on peut penser que justement, même à passer à un certain âge, on ne se connaît pas forcément très bien. C'est pas qu'on peut le penser, c'est que ça nous saute aux yeux, nous accompagnants. On connaît, les personnes que nous accompagnons connaissent parfaitement leur sujet professionnel. Et puis, un beau jour, c'est une histoire courante, arrive dans un processus d'embauche, dans un entretien exigeant, et finalement en sortent très déçus de leur prise de parole par rapport à l'image qu'on leur renvoyait précédemment. Et avant de vouloir faire des personnes que nous accompagnons, des experts de la prise de parole et de l'art oratoire, il faut juste se dire qu'elles ne connaissent pas le sujet, et le sujet, c'est bien elles. Et c'est un gros travail, il faut des professionnels comme nous pour le faire, et des experts, voilà. Et puis, voilà. Le troisième sujet, pour répondre à cette question de façon complète, c'est qu'il y a une exigence très très forte d'élever son niveau d'intelligence économique. Aujourd'hui, le cadre a besoin de viser, le cadre dirigeant a besoin de viser où il veut aller, viser où il veut être visible. Ça ne peut pas être une visibilité globale. Il faut savoir repérer les bonnes cibles, repérer les bonnes stratégies de développement de son réseau. Vous en parliez tout à l'heure, Marine de Boucaud en parlait tout à l'heure, transformer un carnet d'adresses en une matière beaucoup plus active et utile qu'on va appeler réseau pour la commodité. Ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, ça demande du travail, de l'analyse. Et puis enfin, je dirais que élever son niveau d'intelligence économique, c'est aussi pouvoir élaborer des promesses, donc pouvoir mieux se différencier, et des promesses, et ça l'exigence est très forte dans les processus de recrutement, des promesses totalement ancrées dans la réalité présente, vraiment la réalité du moment. Et nous, ramener parfois des personnes, à la fois leur donner de la perspective d'avenir et les ramener vers le présent pour telle ou telle occasion d'entretien ou d'échange, c'est un de nos rôles et c'est très important. Voilà ce que je dirais sur cette question. Très bien. Est-ce que vous avez éventuellement une belle histoire, une anecdote à nous donner, parce que vous avez quand même une expérience vraiment intéressante et sur le long cours? Alors, je vais en donner deux. Alors, vous m'excuserez, je ne peux pas donner ni les noms des personnes, ni les noms des entreprises. Je suis obligé d'être très discret. Mais la première est intéressante parce que c'est une histoire de moyen terme. C'est-à-dire que la personne dont je parle, c'est une femme. Elle a fait une transition de carrière très efficace. Et puis, un beau jour, après quelques mois, arrive ce qu'on appelle une proposition qui ne se refuse pas. Grand groupe international, et puis qui lui propose un poste vraiment de premier plan remarquable.
Ça ne ressemblait pas tellement au poste idéal pour elle, mais pour plein de raisons, c'était quelque chose de très difficile à refuser, très beau poste, très visible, très bien. Alors, et nous, dans le courant de notre accompagnement, on avait vraiment travaillé sur une stratégie de carrière. Et en fait, la véritable entreprise que visait cette personne, c'est une entreprise d'un autre secteur, on peut le dire, dans un grand groupe international de BTP, où vraiment elle voulait travailler, elle avait des promesses pour ce groupe. Voilà. Et la réalité, c'est qu'elle a travaillé 1 an dans ce premier poste un peu exceptionnel et qu'elle a été rattrapée pendant cette année par ce groupe de BTP qui lui a fait une proposition encore plus intéressante. Et on peut dire que c'était vraiment logique qu'entre une personne qui avait une promesse très forte pour ce groupe et ce groupe, qu'à un moment ou à un autre, ils se rejoignent et que l'état-major du groupe décide de la recruter sur un poste élevé. Et ma deuxième anecdote, je vais être court, mais elle est très intéressante. Le DRH de l'entreprise avec lesquels on travaillait, qui nous avait, entre guillemets, envoyé des cadres dirigeants en transition, qui avaient quitté ce groupe, pareil, un groupe moyen, mais international. En fait, j'ai accompagné 3 personnes d'une même société qui ont, en 6 mois, rejoint la même ETI, donc pas une énorme entreprise, la même ETI, et en fait, ça parle de solidarité. Et je pense que il faut comprendre aussi que quand on est accompagné en transition de carrière dans un cabinet comme le nôtre, et peut-être dans d'autres, mais en tout cas avec LHH ICO, on n'est pas seul. Il y a des experts, il y a des coachs et des executive advisors, mais aussi il y a des collègues de transition et la solidarité, l'entraide, la dynamique du groupe, et que nous favorisons d'ailleurs, est très très importante. Et c'est comme ça que 3 personnes dont je ne donne pas le prénom, mais si elles sont inscrites aujourd'hui, elles vont se reconnaître, ont abouti dans la même entreprise. Elles y sont toujours. Une qui est patronne de la communication, un qui est patron du développement, du business développement, et la troisième qui est patron, le troisième qui est patron de la filiale américaine du groupe. Voilà, et qui est en poste aux États-Unis. Voilà mes 2 histoires. Merci. Merci pour ces belles histoires et ces bons exemples. Merci Étienne. Donc, je me tourne maintenant vers François Lanavert. Bonjour François. Donc, quant à vous, vous avez vécu cette situation d'accompagnement en tant que dirigeant, donc accompagnement de transition de carrière. Donc, tout de suite, première question qu'on a tous envie de vous poser, c'est quels ont été pour vous les bénéfices de cet accompagnement en lui-même? Le premier bénéfice, je vais le dire amicalement, ça a été de faire la connaissance d'Étienne. Mais au-delà de ce petit coup de bonjour, je crois que le premier bénéfice, ça a vraiment été de bénéficier tout de suite d'une structure. Ouais. C'est-à-dire que à l'issue une fois que vous avez fait vos cartons, que vous avez dit au revoir à tout le monde, que vous avez fait votre pot de départ, les choses se sont faites extrêmement bien. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que je rejoins ce que disait notre DRH, ici présente, c'est que je suis resté et je reste ambassadeur de l'entreprise d'où je venais parce que les choses se sont très très bien passées. Et avec Étienne, on a tout de suite fixé une structure. Vous vous sentez un petit peu déstabilisé. Vous arrivez à la maison, vous avez une semaine, ça dure 5 jours. Elle était extrêmement chargée auparavant. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ces 5 jours? Donc, il y a un accompagnement tout de suite qui est très rassurant sur l'occupation du temps, l'occupation de l'énergie et l'occupation de la conscience. Voilà. Quand on est dans le business, moi j'étais directeur commercial, mon cerveau, ma conscience est excessivement captée par ma matière professionnelle. Et donc là, il faut la basculer sur autre chose. Et donc, il y a beaucoup d'aide de ce point de vue-là sur cette structure qui est faite. Et à la fois, ce qui est appréciable, c'est d'avoir dans cette structure des échanges personnels avec son coach. Donc, on a tous parlé un petit peu de prendre du recul, retravailler ses valeurs, apprendre à mieux se connaître. Bon, ça, c'est vraiment un travail qu'on fait individuellement avec le coach. Et puis, à côté, il y a quelque chose, moi, que j'avais bien aimé, c'est un certain nombre d'ateliers qui vont vous permettre de mieux vous positionner en termes d'image, de mieux communiquer, de mieux profiter de votre réseau. Là, on a 3 ou 4 personnes qui ont cité la notion de réseau. Les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on les utilise? Quand
quantité d'échanges et d'ateliers qui permettent de prendre du recul. Et dans la structure, je voudrais aussi mentionner quelque chose qui, avec le recul, me paraît important, c'est on a envie de démarrer tout de suite. Moi, j'avais envie de démarrer tout de suite, de sélectionner, enfin de solliciter mon réseau, d'aller. Voilà, il y a une certaine crainte quand même. Et là, l'accompagnement du coach est vraiment très très rassurant. C'est plutôt, moi, je me souviens d'Étienne et des sessions avec Étienne qui me disaient attends, François, attends. Et il avait raison, il fallait attendre. Il fallait attendre de bien faire le bilan, de mieux se connaître, de ne pas sauter sur la première opportunité. Voilà. Et ça c'est vraiment des points qui sont fondamentaux. Très bien, merci. Autre question importante aussi, c'est le nouveau poste. Là. Quels ont été pour vous finalement les bénéfices de ce coaching dans le cadre de la nouvelle prise de poste? Est-ce qu'il y a eu un accompagnement? Est-ce que c'est nécessaire ou est-ce qu'une fois qu'on est dans ce nouveau poste, on n'a pas besoin d'être coaché? Alors, il faut être sacrément… faut manquer beaucoup de réalisme pour croire qu'on n'a pas besoin d'être coaché par la suite. Moi, j'ai pris un job, mon nouveau job de directeur commercial. Je me souviens, je suis rentré le 6 juin et le 8 juin, il y avait un séminaire commercial qui avait été déjà organisé. Donc, on me présentait comme le nouveau directeur commercial à toutes les équipes du monde entier. Donc là, déjà, avec Étienne, on avait bossé la prise de poste. On avait bossé la prise de parole lors de ce séminaire. J'avais juste 2 jours de recul dans l'entreprise. Je ne connaissais rien à l'entreprise. Je connaissais… Voilà. Mais et ça rejoint un petit peu ce que j'ai entendu, c'est que ce n'est pas forcément la compétence professionnelle à ce moment-là qui est attendue, mais les soft skills. Et donc, cette prise de poste-là, elle est très, 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 très… vous allez dépenser beaucoup d'énergie, recevoir beaucoup d'informations. Il est indispensable d'avoir dans cette phase-là l'accompagnement de son coach pour prendre du recul. Et sur du long terme, ça permet aussi de voir si vous êtes dans la trajectoire. Vous organisez une trajectoire et votre coach devient un petit peu votre phare en fait. C'est-à-dire quand vous le regardez, quand je vois Étienne dans mon téléphone, je me dis, je décroche du business, du day-to-day et je me remets dans OK, prise de conscience, trajectoire. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que je vais? Et pour l'anecdote, Étienne m'a posé il y a quelques mois une question à laquelle je n'avais pas encore pensé parce que j'ai pris mes fonctions en juin 2019. Quasiment un an après, à la terrasse d'un café, il me dit François, c'est quoi ton prochain job? Où est-ce que tu es dans 3 ans, dans 4 ans? Et c'est une question qu'il faut, dans notre environnement, toujours se poser. Et c'est très rassurant aussi de voir, quand on est coaché, de voir des dirigeants qui sont dans la même situation que vous et qui font… en fait, on prend tous des jobs, je pense qu'il faut se mettre vraiment dans l'idée qu'on prend des jobs pour des périodes de 4, 5 ans et que ce n'est pas exclu que je revienne voir dans quelques années, que je revienne vous voir. Justement, j'ai une dernière question. Si vous aidiez un ami à chercher un cabinet, quel conseil lui donneriez-vous? Alors, moi, je donnerais comme conseil de vraiment sentir le courant passer avec un coach. On ne peut pas faire l'économie d'un coach personnel et individuel. Et je pense que c'est particulièrement difficile dans cette période-là de distanciation sociale et de relations presque numériques, digitales, de sentir le courant passer. Donc, moi, j'imagine que pour les coachs aujourd'hui, c'est assez compliqué, mais vous ne pouvez pas faire l'économie de ne pas avoir un contact physique avec la personne. Et moi, je donnerais vraiment ce conseil-là, c'est d'avoir beaucoup de contacts physiques. On m'avait dit de sélectionner mon coach pour ça. Et c'est sur cette base-là que ça s'est fait. Parce que derrière le coach, vous savez qu'il y a toute une infrastructure qui va vous amener beaucoup. Vous avez des locaux et c'est bien de pouvoir se rendre dans les locaux d'LHH Dirigeants. C'est bien de pouvoir profiter des ateliers. Mais le contact avec le coach est vraiment le premier critère de choix. En tout cas, on a bien compris qu'avec vous, ça s'était bien passé entre vous deux et on s'en réjouit. Ouais. Bon, écoutez, merci beaucoup à tous les 4 pour vos témoignages. Je vais passer maintenant la parole à Anne-Caroline parce que c'est le temps des questions et des échanges avec nos auditeurs.
Mais je vais reprendre le micro. On va surtout passer la parole à ceux et celles d'entre vous qui avaient déjà posé des questions et le chat est ouvert. Donc, on peut poursuivre ainsi. Je prends les questions à la volée telles qu'elles ont été écrites. On a une question de Monique qui dit, vous parlez du moment de cohérence et de capitalisation personnelle. Je crois que ça a été évoqué à la fois par Étienne et par Marine de Boucaud. Est-ce à dire que c'est le moment de choisir sa carrière? Peut-être que le point de vue de la DRH, Marine, si tu me permets, serait éclairant. Alors, en effet, est-ce le moment? En tout cas, c'est un moment. Je pense que à travers toute sa carrière, il y a des moments, en effet, où on peut se poser, réfléchir à son projet, à sa promesse, comme disait Étienne. Je ne pense pas que ce soit le seul, idéalement, mais en tout cas, c'est un moment fort. Et je rajouterais, en effet, un moment qui n'est pas seul. La structure, la discipline, le challenge, la cohérence de cette réflexion est faite avec des vrais professionnels et c'est un vrai métier qui est peu connu d'ailleurs, comme je disais. Et je pense que c'est très important de creuser cela, comme disait Étienne. Le mieux on se connaît, je parle plus beaucoup français, le mieux on se connaît, le mieux on va pouvoir exécuter cette promesse en entreprise, le mieux on va pouvoir se connecter avec les personnes qu'on rencontre, d'ailleurs à travers cet outplacement, parce qu'il y a vraiment de très très belles rencontres qu'on ne soupçonne pas. Donc oui, absolument, un moment très privilégié pour capitaliser sur tous ces sujets, mais j'espère pas le seul. Merci Marine, j'ai envie de... Oui, pardon. Caroline, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, je trouve... En fait, je crois que c'est important de prendre conscience que dans notre conscience collective, les carrières sont ascendantes. Et il y a un mot qu'on n'utilise pas beaucoup qui est l'ambition. Mais l'ambition tout court, ça ne veut pas dire grand-chose. Et c'est intéressant de mettre un contenu à cette ambition et de lui donner un sens et que la personne le connaisse. Et ça crée des dynamiques de carrière. Voilà. Et de ce fait, si on fait une transition de carrière accompagnée plutôt plus jeune que plus vieux, c'est, je crois, et j'ai des histoires à raconter là-dessus, je ne les ferai pas, mais c'est plutôt un avantage pour la suite. Merci Étienne. En lien avec ce que Marine évoquait, il y a la dimension individuelle et collectif. Et du collectif, on a une question d'Olivier en miroir de cela. Dans quelle mesure l'accompagnement d'un dirigeant est à la fois individuel et collectif? Quelle peut être la valeur ajoutée de regard croisé d'un board d'advisor? Je ne sais pas si François, vous avez envie de reprendre le point ou Étienne, peut-être en duo. Écoutez, oui, moi je peux prendre le point. Il y a dans les ateliers qu'on réalise, d'une part, qui sont structurés, on est en groupe. Et là, il y a vraiment un co-coaching de la part des autres dirigeants. Donc là, on est entre dirigeants et il y a vraiment, moi je me souviens par exemple d'un atelier où il y avait un DAF. Et le DAF de me dire, moi, si je t'avais comme directeur commercial dans ma boîte, je serais très rassuré. Donc il y a un co-coaching de dirigeants. Et puis après, on prend ce qu'on veut prendre dans un cabinet de transition. Hein. Donc, il faut s'ouvrir sur les autres contacts. Il faut créer des réseaux. Et moi, j'ai gardé des relations que j'ai rencontrées chez LHH dirigeants à l'époque. Hein, donc, c'est extrêmement précieux. J'ajouterais que les choses ont pris un tournant presque, encore plus fort récemment, ce sujet du collectif. Et merci Olivier de cette question, parce que dans cette période la plus récente avec la crise sanitaire, en fait, la distance physique a fait ressortir ce besoin énorme d'émulation. Et l'émulation, c'est aussi bien, comme l'a dit François, les collègues de transition, mais c'est aussi l'équipe LHH, les experts, les contacts qu'on peut donner, le réseau global, le sentiment d'appartenir à un groupe.
de gens qui vivent la même expérience au même moment. Voilà. Et ça, c'est devenu, ça a pris, ce n'est pas paradoxal, mais c'est devenu encore plus important dans cette période de distance et pas forcément plus facile à mettre en œuvre compte tenu des impératifs de distanciation et autres. Mais oui, c'est un point important. Et le regard d'un coach, François a gentiment, je le remercie beaucoup, insisté là-dessus, mais c'est un coach avec une équipe. C'est-à-dire que ce qui a changé avec ICO, c'est vraiment que de façon libre, mais la personne accompagnée interagit avec qui elle veut, et pas seulement la personne qui l'accompagne, mais aussi des experts, d'autres advisors, et puis évidemment, comme je viens de le dire, l'ensemble des accompagnés présents et passés, puisque le club des anciens, le groupe des anciens est une force considérable. Je ne peux que être d'accord, merci, merci à vous deux. C'était le point de l'introduction également. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, en tant que leader, en tant que dirigeant, on ne peut pas fonctionner dans notre tour d'ivoire. Il y a une agilité situationnelle qui est absolument essentielle. Les croyances d'hier et les expertises d'avant-hier ne font pas nécessairement sens. Et donc, plus un dirigeant a d'opportunités de se connecter à d'autres intelligences, d'autres expertises, d'autres points de vue, d'autres réseaux, plus il sera fort et plus il sera agile. En tout cas, c'est notre point de vue et on évite quelques biais cognitifs au passage, vraisemblablement. Autre point qui revenait alors attendez, excusez-moi, je reprends une question intéressante aussi ou un point de vue intéressant de monsieur ou madame iPad, je ne sais pas quel est son prénom. C'est intéressant aussi de constater que votre accompagnement, donc l'accompagnement en stratégie de carrière, sur le candidat des conflits de loyauté envers un nouvel employeur quand une proposition qui ne se refuse pas se présente. Cette phase est très délicate à vivre, en effet, et c'est Violaine qui soulève le point. Maître, si vous permettez, vous êtes partie prenante, ou en tout cas, vous intervenez à un moment qui est très, très sensible, qui est le moment de la séparation. Un avis par rapport à ça, une envie de réagir? Oui, absolument. Alors, c'est un moment sensible, la séparation, mais je vous rappelle qu'au moment où le cadre dirigeant rentre dans ma salle de réunion, a priori, précisément, il lâche quelque chose. Ses soucis et cette partie de la négociation, c'est moi qui vais les gérer, en fait, hein. Donc, pour justement qu'ils puissent mieux se consacrer à cette période de transition. Alors, donc effectivement la question du conflit de loyauté, parfois, elle est aussi très technique et très juridique. Vous pouvez être en transition, faire un coaching et un outplacement et être bloqué par une clause de non-concurrence pendant 1 an, par exemple, et rémunéré à ce titre-là. Donc, vous allez devoir, si j'ose dire, effectivement complètement ouvrir vos chakras, hein, pour reprendre le point de vue de tout à l'heure. Effectivement, il faut vraiment, c'est un moment rare, comme le disait Marine, d'ouverture à tout un tas de sujets, précisément parce qu'on peut être bloqué. Et donc, justement, cette ouverture, moi, je pense qu'elle est très intéressante et très rassurante pour le cadre dirigeant. Et effectivement, ce qui est bien aussi, c'est qu'on va pouvoir, après avoir pris en charge la sortie et toutes ces problématiques juridiques, humaines, de préjudice aussi, hein, de peur de l'avenir, et on appuie souvent sur cette notion de préjudice de carrière, de problématiques de risque réputationnel, etc. Parce que le marché de l'emploi est quand même très dur, hein, aussi pour les cadres dirigeants. Il ne faut pas complètement se leurrer. Et la question de l'âge, elle n'est pas neutre. Précisément, une fois qu'on a retrouvé un emploi, l'emploi qui convient, l'emploi vers lequel on va repartir sereinement, se pose effectivement la question de la renégociation du contrat de travail. Et très souvent, après être parti sur une rupture un peu technique, un peu juridique, on constate que le cadre dirigeant va être beaucoup plus aguerri à ces questions de négociation et que ce nouveau poste va probablement être pris sur tous ces aspects, y compris juridiques. Donc, c'est souvent assez intéressant de voir la personne dans les deux phases, en fait, la sortie et puis la nouvelle entrée, pour faire le fil rouge, justement, de votre séminaire. Merci beaucoup. Est-ce que
Quelqu'un d'autre a envie de rajouter quelque chose sur ce point? Je vais être très bavard, mais je veux bien réintervenir, Anne-Caroline. C'est intéressant dans ce que dit en tant qu'avocate Marie, c'est que nous, quand il y a une clause de non-concurrence vraiment bien ficelée et non contournable, pour l'accompagnant, ce que nous accueillons, c'est une grande colère. C'est ça. Alors, voilà. Et puis, dans la question, il y avait quand même l'idée qu'on a quelqu'un qui n'aurait pas de clause de non-concurrence, et ça, les personnes le vivent aussi. Finalement, malgré cela, si elle est en pourparlers, si elle est en processus de recrutement avec un concurrent direct de son métier d'avant, eh bien, on observe quand même qu'on doit aussi accompagner le contraire, oui. C'est-à-dire un sujet de loyauté, peut-être plus ou moins bien placé, plus ou moins justifié, mais voilà. Et c'est vrai que notre métier nous rassure sur la hauteur morale de l'individu, puisque c'est souvent un peu mal placé. S'il n'y a pas de clause et la personne ayant quitté son entreprise précédente, c'est une question totale. Y répondre. Ok. Je vais peut-être prendre une dernière question. Alors, il y en a plein. Je suis désolée si j'aurais frustré personne, mais on pourrait poursuivre ces échanges ensuite, individuellement ou collectivement, en fonction de vos envies. Je vais prendre une question qui change un peu de point de vue sur le sujet des recruteurs ou des chasseurs de tête. Donc, c'est Jean-François qui nous pose le point suivant, et je vais attraper peut-être la question à la volée, si vous me permettez. Certains chasseurs de tête regrettent parfois le caractère standardisé, voire aseptisé des présentations des candidats, notamment dans leur pitch. Et je vous confirme, pour être en contact toutes les semaines avec des chasseurs de tête, que parfois j'entends ce type de propos. La question est: comment le haut placement peut-il développer une certaine spontanéité ou originalité? Quelle prise de risque peut s'autoriser un candidat pour sortir du cadre? J'ai envie d'attraper la question, Jean-François, à la volée, parce que je crois que on a dit tout à l'heure que l'accompagnement de type à haut placement, c'était beaucoup plus que de la haut placement, c'était une prise de recul, une réflexion sur un projet personnel et professionnel. Et donc, on ne peut pas être dans l'aseptisé ou dans l'automatisé. À partir du moment où on a eu cette prise de recul, avec l'aide d'un coach, d'un conseiller en carrière ou d'une équipe entière, on est dans la vérité, l'authenticité de qui on est, de ce qu'on a envie de faire. Premier point. Les chasseurs de tête qui peuvent voir ça ont peut-être des profils qui ne sont pas accompagnés par ICO, en tout cas je l'espère, qui seraient dans une tactique mécanique de l'application d'une méthodologie un peu ancienne de comment je me présente en 3 points, petit 1, petit 2, petit 3. Ensuite, le conseil ou la recommandation, le coaching que l'on va réaliser avec les dirigeants que nous accompagnons. Et une fois qu'ils sont déterminés, conscients du projet qui les anime, c'est de faire le lien entre ce projet et ce que l'entreprise a comme enjeu, comme objectif stratégique à adresser. Et donc là, on est sur un dialogue, on est sur une conversation qui adresse des défis, des enjeux stratégiques, et comment moi, en tant que dirigeante ou dirigeant, je peux apporter une réponse et pour quel bénéfice réciproque. Si on fait ça, je ne crois pas qu'on soit sur un discours standardisé ou aseptisé, Jean-François. Caroline, je crois qu'on va conclure, parce qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, je te laisse la parole pour conclure. Tout d'abord, j'ai envie de dire un grand merci à toutes et à tous. Regard croisé, point de vue qui converge vers, on est tous d'accord, vers la sensibilité, le caractère à la fois stratégique et sensible de cette période, qui est la période de séparation. Sensible et à fort enjeu et pour l'entreprise et pour le dirigeant sortant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu un point de vue d'une avocate associée, des ressources humaines, d'un dirigeant, d'un executive advisor, et tous sont là pour dire que finalement, et de façon assez paradoxale, les intérêts de négocier, de se faire financer, on peut le dire comme ça, un accompagnement, un coaching en stratégie de carrière, adresse à la fois les enjeux de l'entreprise, facilite la période de séparation et de négociation, peut apporter quelques intérêts fiscaux au passage et pour le dirigeant et pour l'entreprise,
et nourrit finalement ce qui nous est absolument essentiel chez ICO, c'est le développement du capital humain. Dans l'entreprise, pour les personnes qui restent, pour le dirigeant qui est respecté en regard de la valeur ajoutée qu'il a apportée à un moment donné à l'entreprise, et également au-delà, puisque fort de cela et fort du travail qu'il aura fait sur lui-même, il pourra apporter le meilleur à une autre entreprise pour un monde meilleur. Tout cela est absolument juste magnifique. Merci à tous et à très bientôt, j'espère, pour le club dirigeant. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Au revoir. À bientôt Au revoir. pour un prochain webinaire. Au revoir.